Merci de prendre cette parenthèse d'1 heure dans votre Ouais. agenda. Donc vous êtes partenaire fondateur de la maison. On a la chance et l'honneur d'avoir Engie vraiment qui nous soutient, qui nous entoure pour aider à transformer durablement les business models. Et donc le propos de cette conversation, parce qu'on vraiment on va le voir Mmh. plus en mode conversation, comme à la maison. Vous voyez d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez prendre un petit croissant, un petit pain au chocolat, ça sera peut-être pas facile pour l'interview. Dans le cadre de mon développement durable et d'éviter les tâches, d'abord j'évite un petit peu ce qui est à base de graisse et de beurre cuit. Donc c'est très gentil, c'est très appétissant, mais Mais ça ne non. sera pas pour Non, là non. maintenant tout de suite. Avant de venir, j'ai mangé une poignée de noisettes, c'est ça mon régime. Donc on va commencer par votre parcours RH. Ce que j'aimerais savoir, parce que les RH investissent dans les talents, votre métier c'est d'investir dans l'humain, dans les talents, mais vous, en tant que DRH, comment vous investissez pour renouveler vos propres compétences? Par exemple, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai réalisé que l'anglais et l'international devenaient de plus en plus importants et j'ai changé d'entreprise pour rejoindre le groupe Danone pour m'exposer à un environnement plus international. Actuellement, le sujet qui bouge le plus, c'est la partie technologie, c'est GenAI. Donc là, je me fais mon propre parcours. J'ai organisé spécifiquement un dîner des DRH du CAC 40 autour de la technologie. Donc en discutant avec mes pairs, en discutant avec des collègues sur la façon dont ils l'abordent, ça m'irrigue et ça m'inspire. J'ai été voir un cabinet de consultants pour comprendre comment ils faisaient. J'ai été voir d'autres entreprises, j'ai été voir Microsoft. Et puis, je me suis formé. Donc moi, ce que j'aime bien sur les sujets un petit peu compliqués, c'est prendre un peu de recul, prendre un peu de temps et puis regarder. Mais à la base, il y a le fait qu'en utilisant les médias, en discutant avec les autres, en me promenant, en regardant les villes, en allant dans les supermarchés, en regardant comment les gens fonctionnent, j'appelle ça l'OAT. C'est l'Observatoire de l'air du temps. Et en fait, quand vous vous laissez entraîner par ce qui se passe dans les cités, dans les organisations, vous capturez des signaux faibles. Et puis, il y a une source d'inspiration qui est toujours très forte, c'est la littérature. Je trouve que les romanciers disent quelque chose du monde à venir. Et la bande dessinée, j'ai plus de 4000 bandes dessinées. Et je peux vous assurer que la bande dessinée, quand vous regardez ce que Enki Bilal aujourd'hui a décrit il y a 20 ans du monde, eh bien, il y a des tendances qui sont des tendances intéressantes à voir. Donc c'est un petit peu tout ça. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis apiculteur, amateur. Et en fait, les abeilles, elles vont butiner du pollen un peu partout. Et puis avec ça, elles vont faire leur miel. Ben, moi, je suis un peu une abeille. Sur ce genre de sujet, je suis une abeille et je vais me laisser entraîner en butinant. Puis à un moment donné, cette forme de rêverie, de discussion, etc., va aboutir sur comment je bouge pour moi ou comment je bouge pour l'entreprise pour laquelle je travaille. C'est extrêmement intéressant de prendre l'analogie des abeilles, Oui, parce que justement elles butinent, exactement. elles sont en mode essaim, en mode Ouais, communauté ouais, aussi, ouais, donc en fait ouais, elles sont en écosystème ouais, quelque part, ouais, ouais. elles sont nourries par leur écosystème. Et donc en 2050, si on se projetait, le monde du travail, dans le meilleur des cas, comment vous le voyez? Objectivement, c'est compliqué de se projeter à 2050 parce que je me souviens d'être tombé par hasard sur les quais de Seine sur un numéro de Paris Match des années 70 qui décrivait ce qu'allait être l'an 2000. 100% de ce qu'on a vécu à l'an 2000 n'existait pas, n'avait pas été trouvé, et 100% de ce que disait Paris Match en 1970, donc 30 ans avant, n'est pas arrivé. Ils annonçaient le fait qu'il y aurait des taxis volants en l'an 2000, ils annonçaient des tas de choses qu'on n'a jamais vues. Par contre, Internet, la communication, etc., ils ne l'ont pas vu venir et on ne peut pas leur reprocher, hein. Donc je trouve que cet exercice de prospection à 20 ans, 25 ans, il est assez casse-gueule. Maintenant, il y a quand même deux, trois tendances de fond qui sont assez fondamentales. Et pour moi, il y a une tendance de fond qui est la démographie. La démographie, c'est quelque chose qui est structurant et sur lequel on sait aujourd'hui ce qui va se passer à peu près dans les 30 ans. Et je pense que cette démographie va énormément conditionner nos sociétés et donc nos entreprises. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on va avoir une combinaison dans les entreprises avec des évolutions générationnelles qui vont pas être très simples, mais une augmentation très forte de la technologie, parce qu'une partie des métiers qui sont faits aujourd'hui par des êtres humains vont être faits de façon technologique par des robots ou par de la technologie. Et avec des flux migratoires qui vont faire que faire société, comme disaient les philosophes, faire société va toujours être un enjeu. Et là, on peut commencer à regarder le Japon. Le Japon, c'est la France dans 20 ans.
La différence, c'est que le Japon n'est pas ouvert aux migrations, alors que la France a toujours été une terre d'intégration migratoire. Mais comment est-ce qu'on arrive à gérer ça sans déchirer le tissu social de notre pays et sans déchirer le tissu social de nos entreprises? Donc ça, je pense que c'est une tendance de fond qui est extrêmement forte. La base, c'est la formation initiale et la formation continue, l'apprentissage permanent. Je regarde beaucoup ce que fait la mode. Je regarde parce que dans la mode, il y a de la créativité et il y a de l'argent. Et donc, c'est intéressant de voir ce que font les entreprises de mode. Et je regarde, par exemple, ce que font les entreprises de maquillage dans la réalité augmentée, dans le métaverse, pour aider souvent les femmes hein, à se projeter sur des logiques de maquillage ou de logiques de vêtements. Et je me dis, tiens, ces approches-là de métaverse, j'aimerais bien les adopter dans le monde de l'entreprise sur des trucs un peu plus standards. Je me dis que les entretiens de recrutement, les expériences de recrutement aujourd'hui dans les entretiens de recrutement, on est malheureusement très conventionnel. On va avoir votre CV, on va vous parler, voilà. Je pense, voilà, pour des postes de techniciens où on cherche des jeunes techniciens de maintenance, le métaverse qui fait qu'on pourrait finalement toucher des jeunes qui n'ont pas forcément le diplôme mais ont la compétence, des mises en situation par le métaverse de chez eux pour des jeunes qui sont déjà très à l'aise avec les jeux vidéo, on pourrait avoir des choses assez sympas. J'aime pas le mot talent. J'aime pas le mot talent parce que le mot talent, il renvoie à une forme d'exclusion. Quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une élite et des autres. Alors, il y a toujours eu des élites, et il y en aura toujours. Moi, je préfère, et d'ailleurs chez Engie, on est parti, on sort de la logique de talent management pour parler de people development. Le mot talent renvoie toujours à la question qui est, mais est-ce que j'en fais partie ou pas? Je préfère être sur la logique de people development qui est de dire, à un moment donné, vous voyez, c'est un peu comme la question du handicap. On a tous des limitations physiques ou psychologiques. Et en fait, l'enjeu d'une entreprise, on a besoin d'avoir des gens qui vont être ce qu'on appelle des pur sang, des gens qui vont avoir de l'ambition, des capacités physiques, des moyens, une éducation. Voilà. Et en même temps, on a besoin de faire avec tous les types de profils et toutes les compétences. Voilà. C'est comme la salade niçoise, il faut de tout. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en 2050, pour être sûr qu'on fasse société, et je parle du pays, mais je parle de l'entreprise, pour être sûr qu'on fasse société, il va falloir que chacun comprenne, encore plus qu'aujourd'hui, la nécessité d'être pointu dans ses compétences. Si vous aviez une question à poser, ou en tout cas, quelles questions les leaders doivent-ils absolument se poser lorsqu'ils réfléchissent à leurs collaborateurs? On a une charge d'âme hein, en tant que manager. L'entreprise nous donne la responsabilité d'être humain. C'est comment vont ces personnes-là? Comment est-ce qu'elles vont personnellement? Comment est-ce qu'elles vont professionnellement? Je ne dis pas qu'on est des nurses ou des psys, mais est-ce que ce sont des gens qui vont bien dans leur tête et dans leur vie? On ne peut pas régler les problèmes de couple de nos collaborateurs, on peut pas mais il y a un moment où le savoir, en discuter, en avoir conscience, on peut apporter le petit plus ou au moins prendre en considération des choses. Donc moi, je fais attention parce que je ne vais pas m'immiscer dans la vie privée de mes collaborateurs, mais la question, c'est comment ça va? C'est une question, moi, quand je démarre une réunion ou un point avec mes collaborateurs en tête-à-tête, j'ai dit comment ça va? Mais ce n'est pas comment ça va pour passer à autre chose, c'est comment ça va? Et en fait, voilà, après ça, c'est une question de capteur, c'est une question d'humanité. Et puis il y a des jours où je suis fatigué, j'ai pas envie d'entendre la réponse, donc je pose pas la question. Mais c'est la première chose, c'est ça. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est comment on projette la personne. Moi, je trouve que c'est le plus fascinant dans l'aventure humaine qu'est l'entreprise, c'est comment on projette la personne. La seule source d'énergie inépuisable, hein, c'est la capacité humaine.
C'est-à-dire que si on arrive, et c'est le grand challenge des grosses organisations, si on arrive à mettre au diapason d'une organisation, à faire adhérer, à faire s'engager, eh ben, chacun va contribuer un petit peu plus, un petit peu mieux. C'est le progrès permanent. Et là, à ce moment-là, on peut soulever des montagnes, on peut battre la concurrence, on peut être plus compétitif, on peut mieux servir nos clients. Et donc, on est dans un cercle vertueux. La raison d'être, c'est une réalité. Et après ça, cette raison d'être, on la décline en actions très concrètes. Quand on dit, ben voilà, notre ambition, c'est d'être les leaders de la transition énergétique, ben derrière, on est un gros émetteur de carbone dans la production d'énergie, on a un plan de sortie complète et d'être neutre carbone en 2045. Et ce n'est pas un plan où on se dit, ben, on se réveillera en 2040 pour 2045, c'est hier, aujourd'hui, demain, on prend des décisions concrètes, soit de ne pas investir dans un certain nombre de technologies, soit d'arrêter des activités. On va complètement sortir du charbon l'année prochaine pour l'Europe et en 2027 pour le monde entier. Donc quand vous allez voir le gouvernement chilien en disant on est désolé mais on va arrêter de produire de l'énergie sur votre territoire avec du charbon à cause des enjeux de CO2 et de nos engagements, eh bien on a une discussion très positive avec un gouvernement pour dire ben voilà comment on peut vous accompagner dans la transition énergétique. Et c'est là où on a un rôle à la fois en tant qu'entreprise de performance économique, mais on a un rôle sociétal qui est très important. Et quel est le rôle des DRH dans la transformation des business models? En fait, le bon DRH, c'est quelqu'un qui est un businessman refoulé. Moi, ça surprend d'ailleurs beaucoup les gens, mais quand je vais dans un pays où je vais visiter une entité, les premières questions que je pose, c'est quoi votre cash? C'est quoi votre performance économique? C'est quoi vos clients? C'est quoi votre chiffre d'affaires? Je pose des questions de base sur le business. Et comment vous vous projetez? Qu'est-ce qui va vous tuer? Qu'est-ce qui vous rend plus fort? C'est quoi vos problèmes? Et puis après ça, on parle de l'humain, on parle de l'organisation. Mais la première chose, finalement, c'est quoi cette dimension business? Quelles questions, au pluriel d'ailleurs, devraient se poser à l'ensemble de la communauté DRH? Bah, c'est une communauté qui est assez perturbée, assez secouée. C'est un métier où on est en permanence à essayer de gérer encore plus qu'ailleurs des injonctions un peu contradictoires. Je veux que les gens soient bien, mais qu'ils soient là tous les jours. Je veux qu'ils soient heureux et augmentés, mais qu'ils ne me coûtent pas cher. Je caricature encore une fois volontairement pour grossir le trait. Donc, je pense que encore une fois, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi les valeurs de l'entreprise? Et comment j'arrive à avoir un poids, une influence et un rôle important pour justement aider ce collectif, aider la direction à trouver le bon chemin par rapport à la feuille de route de l'entreprise. Si vous aviez la possibilité de donner un conseil à un nouveau DRH qui débute dans cette profession, lequel serait-il? C'est un peu. Bon, alors d'abord, ça me donne l'impression que je commence à devenir, sinon un sage, du moins un parrain. Donc, c'est pas forcément une Un sensation. mentor? Un mentor, oui, c'est peut-être mieux que parrain. Voilà. Le choix de la fonction RH, je ne dis pas que c'est un sacerdoce, mais il faut avoir une forme d'appétence pour à la fois de la technique et à la fois l'humain. Et une des difficultés de ce type de métier, c'est que vous êtes parfois amené à faire des choses difficiles, à prendre des décisions difficiles qui ont un impact sur l'être humain. Donc il faut être à la fois en proximité et en empathie, mais avec une distance suffisante pour accepter de dire des choses difficiles à des gens qui n'ont peut-être pas envie de l'entendre. Donc si j'avais un conseil pour répondre directement à votre question, Florence, à donner à un DRH, c'est d'extrêmement bien travailler en permanence la capacité à être proche des gens et avoir la bonne distance. Et c'est très difficile. Et en fait, la base de ça, on en revient à Socrate, c'est connais-toi toi-même. Je pense qu'un bon DRH, c'est quelqu'un qui se connaît bien dans ses forces et dans ses faiblesses. Et qui est donc capable finalement de gérer un relationnel individuel ou collectif. Alors après ça, tous les DRH n'ont pas des expériences difficiles, mais quand vous êtes amené à aller dire à un collectif, je suis désolé, mais votre usine, elle va fermer. Ou à aller dire à des gens, écoutez, vos emplois vont évoluer, vous allez devoir vous remettre en question. L'être humain n'aime pas la remise en question, la violence sociale est une réalité.
Ben, comment est-ce que vous êtes capable de gérer ça, de gérer cette émotion, de gérer cette tension humaine? Alors, soit vous vous radicalisez, vous êtes une machine, vous n'avez pas d'humanité et vous faites du travail et vous faites comme ça, mais ce n'est pas ma conception de la fonction RH. Soit vous avez une forme d'humanité et comment vous le gérez. Et après, le deuxième conseil, c'est choisis bien là où tu vas travailler. Il faut toujours choisir un environnement en phase avec ses valeurs. Et si à un moment donné, on n'est pas aligné entre les valeurs, ses valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise, il faut partir. Il n'y a pas de discussion. Et ça m'est arrivé. J'ai toujours vu mon père s'emmerder au travail. Et je le voyais le dimanche soir, l'idée de reprendre le boulot le lundi, voilà, vraiment, c'était difficile pour lui. Et moi, gamin, je me suis dit, je ferai n'importe quoi, mais jamais, jamais m'emmerder au travail. Et donc maintenant, si on essayait de se demander quel conseil vous donneriez aux managers. Pourquoi les managers? Parce que les managers, finalement, ils sont quand même très importants pour embarquer l'ensemble des collaborateurs à peut-être faire transformer les business models, transformer la société. Donc, quel conseil vous donneriez aux managers? Alors moi, il y a une phrase que j'ai lue un jour qui m'accompagne tout le temps, du maréchal Lyotet, à qui on disait, c'est quoi le rôle d'un chef? Alors dans l'armée, chef égale manager chez nous. Il disait, ne rien faire, tout faire faire, ne rien laisser faire. Et quand vous regardez la combinaison de ces trois phrases caricaturales, c'est ne rien faire, et moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'étais manager pour la première fois. Je faisais à la place de mes collaborateurs. Tout faire faire, c'est-à-dire être sûr que vos collaborateurs sachent faire, ne rien laisser faire, et le laisser faire, c'est-à-dire être capable d'accompagner des équipes. Et en fait, ces trois phrases isolément sont des bêtises. Ces trois phrases mises bout à bout montrent bien que le rôle du manager, c'est quelqu'un qui doit créer les conditions de la réussite de ses équipes, qui doit les soutenir, les supporter, mais qui ne doit pas se substituer à elles. Et là, on reprend l'analogie avec la ruche. L'apiculteur, c'est quelqu'un qui est extérieur à la ruche. C'est pas moi qui fais le miel. Par contre, je vais protéger mes ruches, je vais les soigner, je vais m'assurer qu'à un moment donné, si elles ont besoin d'alimentation, elles vont être bien, mais après ça, c'est elles qui vont faire le miel. Vous voyez, entre l'apiculteur et le maréchal Lyotet, vous avez les conseils que je donnerais à un manager. C'est très clair. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai peut-être Merci à une vous. dernière question. En 2050, vous pensez qu'on mangera quoi au petit déjeuner? Déjà, moi j'ai une famille avec des enfants. Il n'y a pas déjà deux petits déjeuners pareils dans la maison. Entre ceux qui n'en prennent pas, ceux qui prennent le Nesquik traditionnel, du thé, un coup des œufs, etc. Je pense que le croissant qui a été inventé par les Autrichiens pour se moquer des Turcs après la fameuse bataille de Vienne continuera à être un grand classique, un incontournable.